Au sommet du Troisième Reich, le pouvoir a un visage masculin, celui d'Adolf Hitler et de ses plus hauts dignitaires. Mais dans l'ombre de ces hommes, leurs épouses ne sont pas de simples spectatrices. Loin d'être des partenaires silencieuses, elles sont des soutiens convaincus du régime. Elles incarnent les valeurs nazies et règnent sur les cercles sociaux les plus fermés du Reich, où leur influence est discrète mais bien réelle. Puis vient 1945 et l'effondrement. Soudain, leurs privilèges se transforment en fardeau, leur statut en accusation. Pour ces femmes, le véritable jugement ne faisait que commencer. Sous les rues bombardées de Berlin, la loyauté allait exiger un prix terrible. Pour le régime nazi, Magda Goebbels n'était pas seulement l'épouse du ministre de la propagande. Elle incarnait l'image parfaite de la femme allemande, gracieuse, dévouée et entièrement soumise à la vision d'Hitler. On la voyait à ses côtés dans les rassemblements, et elle le considérait même comme une figure paternelle pour ses enfants. Alors que le Troisième Reich s'effondrait en avril 1945, la famille Goebbels fit un choix radical. Pendant que d'autres cherchaient à fuir, Joseph et Magda s'installèrent dans le bunker du Führer avec leurs 6 enfants, âgés de 4 à 12 ans. Pour eux, une vie après la défaite du nazisme était tout simplement inimaginable. Leur foi était devenue un piège. À l'intérieur du bunker, l'air était lourd, saturé par le bruit sourd des bombardements soviétiques qui se rapprochaient. Le 30 avril, Hitler mit fin à ses jours. Pour les Goebbels, ce geste marquait le début de la fin. Le lendemain, 1er mai, Magda accomplit l'un des actes de loyauté les plus glaçants de l'histoire. Dans le silence oppressant de l'abri, elle empoisonna ses 6 enfants, un par un, pendant leur sommeil. Les récits varient. On parle de sédatifs pour les endormir en douceur, puis de cyanure pour garantir la mort. D'autres évoquent une mère réconfortant ses enfants, leur promettant un long sommeil. Le résultat, lui, fut le même pour tous. Peu de temps après, Magda et Joseph montèrent dans le jardin dévasté de la chancellerie. Là, ils se donnèrent la mort par poison ou par balle. Leurs corps furent ensuite brûlés, une réplique macabre de la fin d'Hitler la veille. Magda laissa derrière elle plusieurs lettres. Dans ses écrits, elle expliquait ne pas vouloir que ses enfants grandissent dans un monde sans le national-socialisme, une Allemagne qu'elle jugeait condamnée. Même au milieu du chaos final, son geste provoqua un choc profond. Des officiers SS endurcis furent troublés par cette mère qui avait préféré tuer ses propres enfants plutôt que de les laisser vivre dans la défaite. Alors que le Reich s'effondre dans un chaos de feu et d'acier, certains cherchent une issue, une porte de sortie. Quelques jours avant le suicide des Goebbels, une autre femme de dignitaire nazi tente désespérément de fuir l'Allemagne avec sa famille. Son nom est Margaret Himmler, l'épouse du chef de la SS, et sa conviction est tout aussi inébranlable. Issue d'une famille allemande conservatrice et aisée, Margaret incarne la fierté de son rang, de sa nation. Elle voit dans le nazisme la promesse d'un avenir glorieux. Infirmière de formation, elle s'engage auprès de la Croix-Rouge allemande pendant la guerre. Dans ses lettres, elle ne cache rien de son admiration pour Hitler et l'élite du parti. Elle soutient le travail de son mari sans jamais en connaître la véritable et monstrueuse étendue. Le couple a une fille, Gudrun, née en 1929. Margaret l'élève dans le culte de la discipline, de la loyauté et des valeurs germaniques. Elle rend visite aux soldats, participe aux événements mondains des familles SS et entretient ses liens avec les réseaux du parti. Bien qu'éloignée du cercle politique, elle profite pleinement du pouvoir de son mari, vivant dans un confort matériel total, tandis que des millions de personnes souffrent sous le joug nazi. Mais ce confort avait un prix. Avec la fin de la guerre, tout bascule. Heinrich Himmler tente d'échapper à la justice. Il se fait appeler Heinrich Hitzinger, enfile un uniforme de simple soldat et espère se fondre dans la masse des prisonniers. Mais près de Brême, les Britanniques le capturent. Une fois son identité révélée, il croque une capsule de cyanure. Il meurt en quelques minutes, dérobant sa condamnation certaine au tribunal. Pour sa famille, la justice ne faisait que commencer. Margaret, qui se cachait dans le nord de l'Italie avec sa fille, est arrêtée le 13 mai 1945. Pour les Alliés, elle est bien plus qu'une simple épouse. Ils la considèrent comme une complice idéologique,
Une femme qui a soutenu en connaissance de cause l'un des pires bourreaux du régime. Elle passe les 3 années suivantes dans plusieurs camps d'internement alliés. Son passé allait la rattraper. En 1948, un tribunal de dénazification examine enfin son cas. À la barre, Margaret se défend. Elle n'a jamais fait de politique. Elle ignorait tout des activités de son mari. Elle n'était qu'une infirmière et une mère. Mais les enquêteurs présentent ses lettres écrites pendant la guerre. Ses propres mots la trahissent, révélant son attachement profond à l'idéologie nazie. Le tribunal la déclare coupable principale, l'une des catégories les plus graves. Elle est condamnée à 4 ans de prison, une peine réduite du temps déjà passé en détention. Ce n'est pas long, mais c'est assez pour détruire la vie qu'elle a connue. À sa libération, Margaret s'efface. Elle change de nom et s'installe à Munich, où elle vit une existence discrète et isolée jusqu'à sa mort en 1967. Sa fille Gudrun, elle, ne renoncera jamais à défendre la mémoire de son père, restant fidèle aux idéaux nazis jusqu'à la fin. Mais Margaret, elle, ne réapparaîtra plus jamais. Pour Gerda Bormann, l'incertitude était devenue une prison. Une question sans réponse qui allait définir le reste de sa courte vie. Son mari, Martin Bormann, avait été l'un des hommes les plus puissants et les plus craints du Troisième Reich. Le secrétaire privé d'Hitler, l'ombre qui contrôlait l'accès au Führer et signait des ordres de mort. Mais quand le régime s'effondre en mai 1945, Bormann s'évapore dans le chaos. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était près de la gare de Lehrter, à Berlin, tentant de fuir la ville encerclée. Puis, plus rien. Les rumeurs se sont vite propagées. Tué par un tir soviétique, ou en fuite, quelque part en Amérique du Sud, comme d'autres dignitaires nazis, personne ne le savait. Au procès de Nuremberg, il est jugé par contumace et condamné à mort. Une sentence prononcée contre un fantôme. Il n'y avait ni corps, ni tombe. Juste des murmures. Pour Gerda, cette absence était insupportable. Elle refusait de croire à sa mort, s'accrochant à l'idée qu'il reviendrait un jour. Pendant ce temps, elle devait élever seule leurs 10 enfants. Le nom de Bormann était devenu une marque d'infamie, un poids écrasant pour sa famille. Chacun des enfants a porté ce fardeau à sa manière. Certains ont pris leur distance, d'autres sont restés loyaux. L'un d'eux, Martin Bormann Jr., a choisi une voie radicalement opposée à celle de son père. Il est devenu prêtre catholique, consacrant sa vie à tenter d'apaiser, par la prière, l'héritage de destruction qu'on lui avait laissé. Alors que le monde spéculait sur le sort de son mari, Gerda luttait contre un autre ennemi, un cancer. Elle s'éteint en 1946, à seulement 46 ans. Elle est morte sans jamais savoir la vérité, fidèle jusqu'au bout à un homme qui n'existait peut-être plus. Le mystère, lui, a survécu pendant des décennies, jusqu'en 1972. Lors de travaux près de la gare de Lehrter, la même où Bormann avait disparu, des ouvriers mettent au jour des ossements humains. Près de 30 ans s'étaient écoulés. Il faudrait attendre les années 90 et les progrès de la science pour en avoir le cœur net. Les analyses ADN confirment enfin l'identité. Il s'agissait bien de Martin Bormann. Il n'y avait eu ni fuite spectaculaire, ni vie cachée en Amérique du Sud. La vérité était bien plus simple et bien plus rapide. Il était mort en mai 1945, quelques heures après sa disparition, en croquant une capsule de cyanure. Dans les décombres de l'Allemagne vaincue, toutes les convictions ne s'étaient pas effondrées. Pour certaines, la défaite n'était qu'une épreuve, un fardeau à porter. Ilse Hess était l'une d'entre elles. Son mari, Rudolf Hess, avait été l'un des hommes les plus puissants du Troisième Reich, le dauphin désigné d'Hitler, et l'un de ses plus anciens partisans. Pourtant, en pleine guerre, en 1941, Hess prend une décision insensée. Seul, aux commandes d'un petit avion, il s'envole pour l'Écosse. Il prétend vouloir négocier la paix avec les Britanniques, arrêter les fusions de sang. Mais, au lieu des pourparlers, c'est la prison qui l'attend. Hitler, furieux, le déclare fou. Hess devient une source d'embarras pour le régime. Après la guerre, il est jugé à Nuremberg, reconnu coupable de complot et de crimes contre la paix. Sa sentence, la prison à vie. Il est enfermé dans la forteresse de Spandau à Berlin, où il restera plus de 40 ans, jusqu'à sa mort. Ilse, quant à elle, est arrêtée en 1945, comme tant d'autres épouses de l'élite nazie. Après une période de détention, elle est classée comme une accusée de moindre importance.
Sa réputation est anéantie, mais sa conviction reste intacte. Elle ne cherchera jamais à se distancier de ce passé. Au contraire, elle s'y ancre plus profondément encore. Loin de prendre ses distances, elle va consacrer le reste de sa vie à une seule mission: réhabiliter le nom de Rudolf. Elle martèle que son vol vers l'Écosse n'était pas une trahison, mais une tentative de sauver l'Europe. Interviews, lettres, livres, elle utilise tous les moyens pour défendre l'image d'un homme que l'histoire, selon elle, a trahi. Quand Rudolf Hess meurt en 1987, officiellement un suicide, bien que des théories du complot persistent, Ilse ne cède pas. Elle continue de défendre sa mémoire jusqu'à sa propre mort en 1995. Le monde avait depuis longtemps tourné la page sur l'idéologie qu'il avait déchirée. Mais Ilse, elle, n'avait jamais cessé d'y croire. Dans l'ombre des hommes célébrés ou maudits, des femmes ont suivi des chemins radicalement différents. Certaines ont choisi le silence, d'autres la défense acharnée, et une, l'oubli. Le nom de Schindler est entré dans l'histoire, mais derrière Oscar, il y avait Émilie. Pendant que son mari, membre du parti nazi, utilisait son usine pour sauver plus de 1000 juifs, elle agissait dans l'ombre. Elle nourrissait les ouvriers, les cachait du danger, risquant sa propre vie à chaque instant. Après la guerre, le couple s'enfuit en Argentine, mais le succès ne les suit pas. Les affaires d'Oscar échouent. Il finit par l'abandonner. Alors que le monde célébrait son mari, Émilie sombrait dans la pauvreté, élevant des animaux pour survivre. Il faudra attendre les années 90 pour que son histoire soit enfin racontée. Mais pour elle, il était déjà trop tard. Elle s'éteint en 2001, seule, dans un pays qui n'était pas le sien. Mais toutes les femmes n'ont pas suivi la voie de l'effacement. Certaines ont défendu jusqu'au bout les crimes qu'elles avaient vus de près. Lina Heydrich était l'épouse de Reinhard Heydrich, l'architecte de la solution finale. Après son assassinat en 1942, elle consacre sa vie à une seule mission: protéger la mémoire de son mari. Brièvement arrêtée après la guerre, elle ne sera jamais inculpée. Elle refait sa vie sur l'île de Fehmarn, se remarie. Mais le passé n'est jamais loin. Dans les années 70, elle prend la parole, fière, affirmant que son mari était un homme incompris. Elle publie même un livre pour tenter de réhabiliter son nom. Là où le monde voyait l'un des nazis les plus brutaux, elle voyait un leader, sans une once de honte ni de remords. Face à la fierté inébranlable de certaines, d'autres ont choisi le silence absolu. Margaret Speer était l'épouse d'Albert Speer, l'architecte en chef d'Hitler, puis son ministre de l'Armement. Son mari fut l'un des rares dirigeants nazis à reconnaître sa culpabilité au procès de Nuremberg. Il fut condamné à 20 ans de prison. Mais Margaret, elle, reste invisible. Aucun soutien public, aucune critique. Elle n'assiste pas au procès, n'écrit aucune lettre. Elle attend, simplement. Loin des projecteurs et du tumulte. Quand Speer est libéré en 1966, il se retrouve, mais le lien est brisé. Lui devient une célébrité avec ses livres et ses interviews. Elle s'enfonce encore plus dans l'anonymat. Margaret Speer s'éteint en 1980, à peine une note de bas de page dans les mémoires de son mari. Pour d'autres, le silence n'était pas un choix, mais une condamnation. Annie Brandt était la femme de Rudolf Brandt, un collaborateur direct de Himmler, impliqué dans les terrifiantes expériences médicales sur les prisonniers. En 1948, Rudolf Brandt est jugé, puis exécuté. Pour Annie, tout s'effondre. Elle perd son mari, sa maison et toute chance d'une vie normale. Leurs biens sont saisis. Elle est interrogée, surveillée pendant des années. Son nom est devenu une marque d'infamie. Contrairement à celles qui ont tenté de défendre leur mari, Annie, elle, a simplement disparu. Elle ne s'est jamais remariée, n'a jamais donné d'interview. La honte et l'horreur étaient un fardeau trop lourd à porter au grand jour. Dans l'ombre de l'effondrement, la honte était un fardeau trop lourd à porter en public. Pour certaines, le silence fut la seule issue. Trodel Jung n'était pas une épouse, mais sa place dans ces récits est incontournable. À peine âgée d'une vingtaine d'années, elle fut la secrétaire personnelle d'Hitler. C'est elle qui, dans le bunker de Berlin, a tapé son testament final. Elle fut l'une des dernières personnes à le voir en vie. Après la guerre, elle est capturée par les forces soviétiques, puis interrogée par les Américains. Aucune charge n'était retenue contre elle, mais une question la hantera jusqu'à la fin de sa vie. Aurait-elle dû savoir ce qui se passait autour d'elle?
Dans des entretiens tardifs, elle avouera sa culpabilité. Non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ne pas avoir posé de questions, pour n'avoir vu la vérité que lorsqu'il était trop tard. Henrietta von Schirach, elle, avait été une amie personnelle d'Hitler. Son mari, Baldur von Schirach, dirigeait les jeunesses hitlériennes avant de gouverner Vienne. Ensemble, ils formaient un couple phare du régime, une sorte d'aristocratie nazie. Mais ce monde s'est effondré brutalement. Baldur est condamné à 20 ans de prison. Henrietta, arrêtée en 1945, passe des mois en détention, interrogée par les Alliés. À sa libération, elle est qualifiée de sympathisante, une personne qui, sans être une criminelle de guerre, a soutenu le régime. Elle divorce et tente de refaire sa vie, mais le passé la rattrape sans cesse. Plus tard, elle écrira comment le faste du monde nazi l'avait aveuglée. Elle admettra s'être sentie flouée, mais le mal était fait. Certaines histoires, elles, sont presque entièrement perdues. Celle d'Ingeborg de Nitz, l'épouse de Karl de Nitz, en est une. Son mari fut le successeur désigné d'Hitler, l'homme qui a dirigé l'Allemagne pendant une courte période après la mort du Führer en 1945. Il sera condamné à 10 ans de prison à Nuremberg. Ingeborg, elle, a maintenu une discrétion absolue durant toutes les années d'après-guerre. Aucune apparition publique, aucune interview, aucun commentaire sur le rôle de son mari. Elle a vécu dans l'ombre avec ses enfants jusqu'à sa mort en 1962. Il n'existe presque aucune archive publique sur sa vie, ni livre, ni déclaration. Et c'était peut-être là le but. Disparaître était parfois plus sûr que de parler. Pour beaucoup de ces femmes, la douleur ne s'est pas éteinte avec elles. Leurs enfants ont souvent grandi dans une ombre pesante, hantés par le nom qu'ils portaient, les crimes qu'ils n'avaient pas commis, et un jugement public auquel ils ne pouvaient échapper. Dans les années 60 et 70, alors que la plupart des épouses des dignitaires nazis avaient disparu ou vieilli dans l'oubli, l'Allemagne changeait. Une nouvelle génération exigeait des réponses. Les jeunes voulaient savoir ce que leurs parents avaient fait pendant la guerre. Des manifestations éclatent, des livres sont écrits, des procès sont rouverts. Et lentement, les histoires de ces femmes refont surface, non plus comme des victimes, mais comme les témoins silencieux d'un très sombre passé. En 1993, la sortie de la liste de Schindler rappelle au monde l'existence d'Emily Schindler. En 2002, le documentaire L'angle mort donne la parole à Trodol Jung, qui exprime directement ses regrets. D'autres livres suivent, d'autres témoignages sont exhumés. Le silence commence à se fissurer. La fin de la guerre n'a pas seulement signé une défaite militaire. Pour les épouses des dirigeants nazis, ce fut l'effondrement de leur identité. Ces femmes avaient vécu au cœur de l'un des régimes les plus puissants et les plus dangereux de l'histoire. Quand tout s'est écroulé, elles se sont retrouvées piégées entre la haine publique et leur perte personnelle. Certaines se sont suicidées, d'autres ont tout perdu. Quelques-unes se sont accrochées à leurs anciennes croyances, mais aucune d'entre elles n'en est sortie indemne.